Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission À votre santé sur TVADP. Comme chaque semaine, c'était la rentrée déjà la semaine dernière. Vous avez vu, on avait fait le point avec le docteur Delépine sur les épidémies, sur les vaccins, et on va continuer aussi sur notre médecine allopathique, mais pas seulement. Alors, il y a des moments, vous savez, on ne regrette pas les chemins de traverse que les circonstances nous permettent d'emprunter. Vous savez que moi, comme beaucoup d'autres soignants empêchés d'exercer, ce qu'on a appelé les suspendus, la crise Covid, dont on n'a toujours pas fini d'ailleurs de constater les effets délétères tant sur le plan de notre santé que sur l'état de nos démocraties occidentales, nos libertés d'expression, libertés tout court d'ailleurs. Donc cette crise Covid est l'occasion de faire des découvertes, de faire des rencontres. Notre invité du jour, je l'ai d'abord connu par quelques vidéos qu'il a accordées à mes amis suisses des éditions Pure Santé. C'est un médecin qui expliquait de façon très claire et très intéressante la façon dont votre bilan sanguin, votre prise de sang, même ancien, peut me permettre de faire comprendre aux médecins suffisamment attentifs et disons un petit peu Sherlock Holmes dans l'âme, la réelle cause de vos troubles actuels. Donc, comment ne pas passer à côté d'un indice enfoui comme une aiguille dans une meule de paille, ou plutôt comme s'il fallait jouer à Où est Charlie devant une page de BD extrêmement fournie. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Votre peau me dit tout de vous. Il nous en présentera également un autre tout à l'heure, même deux autres, puisqu'il y en a un qui est en publication prévue dans quelques mois. Bref, un médecin qui est aussi et surtout un clinicien, qui apprend autant dans les livres de médecine qu'au chevet des patients, et qui ne se laisse pas non plus enfermer dans des protocoles. Un médecin qui a eu aussi maille à partir avec les autorités sanitaires. Il nous expliquera tout ça en détail, mais vous savez que ce genre de personne qui a des soucis avec les conseils ordinaux, des soucis avec les ARS, des soucis avec ses administrations hospitalières, c'est pas loin de me faire beaucoup plaisir parce que je me dis qu'il y a quelque chose à creuser à chaque fois dans ces personnages-là. Alors on va le faire entrer tout de suite. Professeur Philippe Humbert, bonjour. Bonjour, docteur Loridan, merci. Bonjour et bienvenue, professeur. Vous êtes, je vais vous présenter brièvement, vous allez compléter après. Vous êtes dermatologue, anciennement au CHU de Besançon, que vous avez dû quitter après des attaques personnelles et professionnelles. Vous allez pouvoir nous expliquer tout ça. Maintenant, vous êtes installé en libéral. Ça se passe plutôt bien et plutôt de façon plus calme pour vous, mais vous avez quand même eu quelques petits soucis au CHU de Besançon qui datent déjà de plus d'une dizaine d'années. Alors, je voudrais savoir ce qu'il en est exactement et puis où est-ce qu'on en est actuellement, parce que si on peut revenir un petit peu sur les faits et puis savoir où vous retrouvez, on sait que la justice, et même la justice ordinale, est parfois un petit peu longue, j'en sais quelque chose, donc peut-être que tout n'est pas terminé à l'heure où nous parlons. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, je suis dermatologue. Je suis également spécialiste en médecine interne et c'est cette spécialité que je mets aujourd'hui en avant parce que c'est grâce à elle, et je pense que tous les médecins sont ou devraient être des internistes parce que les pathologies ne sont pas toutes une pathologie d'organes, purement la peau ou purement les articulations. Tout est lié et très souvent, l'intestin, le cerveau, la peau, etc., les muscles interviennent pour une même maladie. Alors, au préalable, avant de m'installer en libéral avec cette double spécialité, j'étais en effet chef de service au CHU de Besançon, d'un service de dermatologie. Et nommé en 1993, j'ai eu la chance de pouvoir développer ce service, si bien qu'il est devenu en 2017, 2018, le plus grand service de dermatologie de France. Il faut bien le dire, avec un plus grand nombre de lits, avec des spécialités toutes présentes, une dizaine de spécialités autour de la dermatologie, et que ce service fonctionnait bien. Et j'avais développé également 2 laboratoires de recherche, tout cela avec mon investissement personnel, j'allais presque dire avec mes fonds personnels, puisque nous étions très peu aidés, pas du tout, presque pas par l'hôpital, et un peu par l'université. Un laboratoire de biologie de la peau qui était devenu un des grands laboratoires du fibroblaste, et un centre d'études et d'expertise sur le tégument où on mesurait les propriétés de la peau in vivo. Alors malheureusement, à la suite des problèmes qu'il y a eu au CHU de Besançon et l'investissement d'une personne de la direction pour faire cesser tout cela, nous avons dû malheureusement arrêter. Et je dois dire que c'est extrêmement regrettable que des médecins ou des personnels hospitaliers qui se lancent dans des
dans un travail de toute une vie, un développement de laboratoire de recherche, puisse être plaqué au sol immédiatement par une seule personne qui vous en veut et qui va vous empêcher de développer le reste. Donc, c'est beaucoup de Alors, choses. je voudrais comprendre, professeur, comment on fait pour arrêter un tel bijou? Parce que ce que vous nous avez décrit là, c'est quand même la Rolls-Royce de la dermatologie. Mais quelle est la motivation d'un administratif ou même d'un collègue pour interrompre tout cela pour des raisons? C'est quoi? C'est des raisons d'ego, de querelles particulières? Oui. Non, vous avez raison, c'était un magnifique bijou et il n'y a pas l'équivalent en France et nous étions le plus grand centre hospitalo-universitaire d'études sur le tégument et ce laboratoire de biologie de la peau, il y a très peu de collègues, peut-être 3, 4 en France, en dermatologie, qui ont pu par eux-mêmes développer un laboratoire de cette nature qui était affilié à l'INSERM et qui avait les grades de l'université française. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu l'acharnement de certaines personnes contre moi, parce que j'ai eu, selon eux, le tort de mettre en avant des dysfonctionnements graves qui se sont passés dans ce service, tellement graves que Anticor a déposé plainte, elle aussi, sur les faits dont j'ai parlé à l'époque. Alors aujourd'hui, il faut être extrêmement vigilant puisque vous vous faites arrêter et condamner pour diffamation pour le moindre mot qui ne serait pas correct. Eh bien, en fait, toute cette affaire a commencé par des chimiothérapies qui ont été données à des malades, alors même que les réunions de concertation, qui sont pourtant obligatoires, n'étaient pas tenues de façon réglementaire. Donc, ces réunions de concertation disciplinaire n'étaient pas réglementaires. Il manquait une personne essentielle, c'est-à-dire un chirurgien. Et donc, comment me suis-je aperçu du dysfonctionnement? Alors ça, c'est intéressant, si vous me permettez, professeur, je vous coupe, c'est juste pour que tout le monde comprenne. Hein, en mars 2023, le président Jacques Chirac met en œuvre le plan cancer face au constat à la fois d'une urgence sanitaire, parce qu'il y a quand même 700 000 personnes à l'époque qui étaient en cours de traitement. Il y avait quelque chose comme 300 000 nouveaux cas par an en France et 150 000 décès par an. Et donc, il y avait à la fois ce constat sanitaire, mais aussi l'inégalité de traitement dans les hôpitaux selon la situation géographique où on se trouvait. C'est pour ça que sont nées ce que vous avez appelé les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaires sous contrôle des ARS, hein, dans lesquelles ça signifie que plusieurs praticiens de disciplines différentes, mais qui ont le même objectif en termes de soins de cancer, se retrouvent régulièrement et on forme donc des équipes avec des spécialistes d'organes, des chirurgiens, des médecins, des cancérologues, parfois des gériatres, des anatomopathologistes, des radiologues. Et pour qu'une RCP soit valide, il faut qu'il y ait le quorum, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nombre suffisant et représentatif de chacune des parties concernées, dont un chirurgien. Donc je vais vous laisser poursuivre parce que c'est là que ça devient intéressant. Oui, tout à fait. Alors, c'est bien 2003, en effet. Et à cette époque, j'étais président de la commission médicale d'établissement. Et c'est moi-même qui ai mis en œuvre le plan cancer de Jacques Chirac, qui était une nouveauté et qui, visiblement, a été quelque chose de performant si, bien sûr, tout le monde respectait les règles. Il s'avère que les ARS sont chargés de choisir un médecin par discipline qui va être leur référent pour ces RCP. Et donc, pour la cancérologie cutanée, c'est un de mes collègues qui a été référent. Et donc, lorsque j'ai vu ces dysfonctionnements, parce que les malades sont venus me voir en se plaignant, ils vont voir le chef de service pour dire comment se fait-il que je n'ai pas été opéré, comment se fait-il qu'on m'a mis une chimiothérapie, eh bien, j'ai commencé à voir des dysfonctionnements qui ont été reconnus d'ailleurs bien difficilement, mais reconnus néanmoins par l'agence de santé. Dans ces réunions de concertation, il n'y avait pas de chirurgien et on mettait à la place un interne. C'était donc une violation du code de santé publique. Et donc, vous mettez un interne de dermatologie à la place d'un chirurgien. Il est clair que ça ne sera pas la chirurgie qui va être choisie comme traitement. Eh bien, ce qui est très curieux, et c'est difficile de dire ça, c'est que l'ARS a la responsabilité de la mise en place des RCP dans les services hospitaliers. Et lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est l'ARS elle-même qui fait l'enquête. Et donc, j'ai été malheureusement confronté à une ARS qui était partie prenante, puisque c'est elle qui avait la responsabilité des dysfonctionnements s'il y en avait, et qui a fait l'enquête. Donc, vous imaginez que j'ai contesté bien sûr les rapports, si bien que le premier rapport a été invalidé, ce qui est quand même pas rien, mais c'est sur la base d'un premier rapport que la justice s'était saisie pour dire que ce que je dénonçais n'était pas vrai.
Et puis, il y a eu un deuxième rapport au sein duquel on trouve des phrases telles que « oui, il y a eu des préjudices pour les malades, oui, il y a eu violation du Code de la santé publique, oui, oui, oui. Oui, il faudra que nous allions expertiser cela davantage, mais jusqu'à présent, rien n'a été expertisé davantage. Il fallait, au contraire, fermer le dossier le plus vite possible. Et pour le fermer le plus vite possible, eh bien, on a accusé le professeur Imbert, le chef de service que j'étais, de 1000 choses, d'harceler mes internes, etc. Ce qui n'est véritablement pas le cas, puisque j'étais de tous les chefs de service de dermatologie et même de l'ensemble des spécialités en France, celui qui était considéré dans des enquêtes WhatsApp Doc le plus sympathique, le plus attractif, etc. Et donc, sur des... On rentre donc là dans le cadre de la diffamation, non? Oui, dans le cadre... Non, il a fallu me faire taire, donc il y a eu une contre-attaque par l'administration, une contre-attaque par l'Agence régionale de santé, une contre-attaque par mes collègues et quelques internes pour essayer de dire n'écoutez pas Imbert, il est harceleur, il harcèle les internes, etc. Et les reproches que l'on m'a fait, c'était soi-disant d'envoyer des emails à des internes à minuit le soir. Jamais je n'ai envoyé d'emails à minuit, jamais je n'ai envoyé d'emails impolis ou incorrects. Tous mes emails ont été donnés en totalité à toutes les administrations, mais on n'a pas voulu les regarder. Ils étaient tous sympathiques, tous cordiaux. Et quand un email arrive à minuit le soir, ça ne réveille personne. Et c'est souvent un email que vous avez préparé à 4 heures de l'après-midi dans le train. Et quand vous rentrez chez vous après le dîner, vous vous branchez et les emails partent quand ils veulent. Ils arrivent à minuit, peu importe, ça ne dérange personne. Mais vous voyez, ce genre d'expression a suffi pour aveugler un nuage de fumée pour me faire considérer comme une personne qui n'était pas correcte. Et donc, les seules enquêtes qu'il y a eu, ce n'était pas sur les dysfonctionnements, c'était sur moi-même, professeur Imbert. Donc, il y a eu une première médiation qui n'a rien révélé d'anormal. D'ailleurs, aucune personne ne s'est placée à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a eu une enquête IGAS. Je pensais que c'était sur les chimiothérapies, mais pas du tout. C'était sur le chef de service que j'étais. Il fallait absolument, donc tout a été inversé. Et au lieu de voir les dysfonctionnements médicaux dont les malades ont pénalisé, il fallait s'acharner contre le professeur Imbert. Et donc, je suis très heureux parce qu'il y a un administratif académique qui m'a dit « Monsieur, je sais très bien ce qui se passe, vous avez une conjuration contre vous, c'est-à-dire qu'on a lancé la manœuvre de mensonges et de mensonges et de mensonges pour arriver à essayer de me faire taire. » Et en fait, pour tuer le message, il faut tuer le messager, quoi. Voilà, il fallait exactement. Et donc, ce qui est quand même rassurant, c'est que au tout début, lorsque je me suis exprimé, le ministère me convoque et me dit « Monsieur, vous êtes quelqu'un de formidable, on a vu tout ce que vous avez fait, vous encadrez très bien vos internes, vos étudiants, etc. Nous allons vous proposer une mission internationale. Vous allez aller 1 an ou 2 ans au Maroc. Et nous vous promettons la classe exceptionnelle, nous vous promettons la Légion d'honneur, nous vous promettons tout cela. Mais attention, il ne faut rien dire. » Donc, on me propose tout ça, je signe le protocole d'accord, sauf que il ne faut rien dire, je n'imaginais pas que je ne puisse pas parler des préjudices des malades, des choses qui se sont passées. Et donc, dès lors que j'ai commencé à répondre à des questions, parce que les malades sont allés dans la presse, dans le Parisien en particulier à l'époque, 40 malades se sont plaints des faits qui se passaient dans le service dont j'avais la responsabilité. Mais vous savez qu'un service, un chef de service, c'est la responsabilité du papier toilette, des serviettes, et pas du travail de chaque médecin. Chaque médecin est libre et fait ce qu'il veut. Donc, je n'avais aucune responsabilité sur les décisions médicales prises par mes collègues, et pour autant, donc, on m'a attaqué. Et donc, les malades étaient étaient en souffrance, et ils se sont exprimés dans la presse. Et donc, à ce moment-là, j'ai dû parler. Et là, c'est à partir de là que j'ai eu tous mes ennuis qui me sont arrivés. Et donc, on m'a poussé dehors de l'hôpital pour me mettre en retraite anticipée de façon tout à fait, j'allais dire, presque illégitime. J'expliquerai pourquoi éventuellement un jour. Mais fort heureusement. Et alors, vous avez été également interdit d'exercer par le Conseil régional de l'Ordre des médecins. Est-ce que vous pourriez expliquer ça? Oui, ce qui est fantastique, c'est que pour des choses incroyables, j'ai écrit un jour un article dans une revue médicale un petit peu humoristique, une dame qui avait les pommettes rouges et que la peau lui brûlait, on l'avait laserisée. Et je disais, le dermato aime brûler, aime faire chauffer le laser, un truc comme ça. Ce terme-là a vexé un de mes collègues, il n'était pas du tout nommé, c'était un texte qui était, j'allais dire, international, qui était national. Et donc, pour des faits de cette nature-là, j'ai été condamné par le Conseil régional de l'Ordre des médecins, écoutez donc, à 1 an d'interdiction d'exercice, dont 6 mois avec sursis. C'est assez
scandaleux. Aucun médecin, violeur, voleur, etc. n'a une telle condamnation. Mais il y avait vraiment un acharnement. Je vais en appel et à Paris, ils annulent tout cela. Ils annulent tout cela. Mais l'ordre des médecins, lui, ça ne suffisait pas puisqu'ils ont appuyé l'appel en demandant une sanction supplémentaire. Si bien que aujourd'hui, l'ordre national en appelle à supprimer toutes ces griefs, même à condamner néanmoins à 3 mois avec sursis. Pourquoi? Parce que j'aurais fait de la médecine foraine. C'est-à-dire que vous êtes médecin dans un hôpital à Besançon et que vous allez au Maroc pendant 1 an avec votre nom qui reste dans le service, votre salaire qui est payé par le service de l'hôpital de Besançon, vous n'avez pas le droit le week-end de faire une ordonnance. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Il est clair que j'avais le droit, que je n'avais pas le droit de faire une ordonnance avec le papier en tête de l'hôpital. Mais quand vous êtes médecin, de quel papier en tête vous pouvez utiliser si ce n'est celui de votre service? Donc, c'était des griefs. Bien entendu, il fallait me faire payer quelque chose et on a trouvé ce prétexte. Donc, voilà un petit peu les choses qui se sont passées. Donc aujourd'hui, je suis bien content parce que maintenant je suis bien reconnu. Un des chefs de l'ordre des médecins a été condamné pour diffamation par l'ordre des médecins auquel il appartient. Donc vous voyez un petit peu contre moi. Donc j'ai été victime véritablement des propos d'un médecin, lui-même appartenant à l'ordre des médecins. Donc cet acharnement, vous en savez quelque chose, docteur Loridan, c'est stupéfiant de voir comment on peut, j'allais dire, modifier la vérité. Oui, en effet. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de chimiothérapie au CHU de Besançon. Peut-être qu'on peut aussi élargir. C'est sans doute pas une histoire purement liée au CHU lui-même, mais peut-être également à d'autres services. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une sorte de perte de chance des patients du fait des RCP qui n'avaient pas été conformes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Oui, alors les RCP, c'était vraiment la condition sine qua non pour s'assurer que tous les aspects de la prise en charge d'un malade qui a le cancer soient pris en charge. C'est-à-dire que le malade, il a une tumeur avec des métastases peut-être, et puis aussi, il a, si la tumeur est au niveau de l'anus, il va peut-être avoir une incontinence et il faudra envisager des soins ancillaires, comme on dit. Donc des soins un peu secondaires, mais qui sont très importants pour la qualité de vie du malade. Donc si la réunion de concertation pluridisciplinaire n'est pas faite correctement avec des gens qualifiés, un interne n'a pas vocation à participer à ce genre de réunion, eh bien effectivement on va manquer de chance. Et un des faits que j'ai dénoncé, c'était un malade de 50 ans que l'on nettoyait, je voyais l'aide-soignante lui nettoyer les fesses et lui mettre des couches parce que personne n'avait proposé de mettre une stomie à cet homme qui avait une incontinence liée à sa radiothérapie ou à son traitement chirurgical. Et donc, ce pauvre homme a vécu un calvaire pendant des années parce que personne en réunion de concertation disciplinaire n'avait fait cette proposition. Donc, ce genre de fait n'a... Effectivement, je confirme en tant que chirurgien digestif, je confirme, professeur, que n'importe quel chirurgien présent dans ce staff aurait réagi tout de suite en disant il faut soulager ce patient. Exactement. Et donc, ce genre de choses, ça n'a pas ému les experts de l'Agence régionale de santé. C'est tout de même incroyable. Et puis, ce qui est également incroyable, c'est qu'on a fait appel à des experts, mais qui ne sont pas oncologues. Moi-même, je suis oncologue, mais les experts auxquels l'ARS a fait appel, un seul est oncologue. Et les 3 autres ne l'étaient pas. Le deuxième rapport a été fait avec les 4 experts, dont le même oncologue. On n'a même pas changé d'oncologue. Donc, un seul oncologue, 3 experts qui ne sont que dermatologues et pas oncologues. Et ce sont eux qui viennent regarder si les réunions de concertation pluridisciplinaire sont légales. J'ai pu m'apercevoir d'ailleurs que la personne, l'oncologue lui-même, n'était pas au courant de ce qu'était une véritable RCP. Vous savez, dans les hôpitaux, il ne faut pas se cacher les yeux, il ne faut pas se fermer les yeux. Qui fait le travail? Les internes, les praticiens hospitaliers, les chefs de clinique. Le chef de service, il ne sait même pas ce que c'est qu'une RCP. Il n'y va pas forcément. Enfin, je parle de certaines personnes. Donc, on ne savait pas qu'il y avait obligation de ceci ou de cela. Donc, moi qui étais plutôt rigoureux pour la qualité des patients, eh bien, on m'a fait comprendre qu'il fallait mieux que je me taise et qu'il ne fallait rien dire. Donc, voilà. Donc, il y a eu, effectivement, on a privilégié des chimiothérapies puisqu'il n'y avait aucun chirurgien pour opérer une métastase. Donc, on avait un malade qui avait une métastase et puis on propose une chimiothérapie. Cette chimiothérapie est proposée dans le cadre d'une ATU. L'ATU, c'est un règlement où on signe un protocole et on dit on doit traiter ce malade pendant 12 semaines.
Et après, on évalue et on change de traitement. Bien, le malade n'était pas Autorisation évalué. temporaire d'utilisation, hein, c'est ça? C'est ça. On avait un nouveau médicament, on se dit pourquoi pas le tester, mais il eût été préférable d'opérer la métastase. Bon, on teste ce médicament dans le cadre d'une ATU, donc il y a signature entre le médecin qui va pratiquer la chimiothérapie, l'hôpital et le laboratoire, et au bout de 12 semaines, on doit évaluer les résultats. Eh bien là, les résultats n'étaient pas évalués. Et le protocole thérapeutique se poursuivait ainsi jusqu'à la mort parfois du patient, ce qui a été constaté dans les rapports de l'ARS. L'ARS n'a rien trouvé à redire sur le non-respect des ATU. C'est quand même incroyable. On ne peut pas poursuivre des ATU en dehors du règlement. Voilà, toutes des petites choses comme ça que j'ai déjà exprimées et bien d'autres choses. Là, je reste Qu'est-ce qui extrêmement motivait, respectueux des textes. Tout qu'est-ce ça, qui c'est dans les motivait textes. cette chimiothérapie alors que on savait déjà pertinemment que quand il y a une métastase unique et extirpable, c'est la chirurgie qui est première, même un chimiothérapeute, ça le sait. Qu'est-ce qui a motivé le fait que la chimiothérapie puisse être proposée, prolongée? Moi, je crains, et j'espère que vous allez me donner tort, mais je crains qu'il y ait eu des conflits d'intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques qui produisent ces produits de chimiothérapie et qui ont tout intérêt là-dedans, autant que le médecin prescripteur. Bien sûr, autant dire les choses. Il y a eu dans le même temps un professeur qui a fait un texte dans l'Express pour dire les chimiothérapies sont très rémunératrices. Et en effet, les années sur lesquelles j'ai porté mon regard, 2014, 15, 2016, 2017, l'hôpital de Besançon et l'Agence régionale de santé ont eu un budget important en termes de chimiothérapie, qui peut-être va bénéficier au service d'orthopédie parce qu'il faut acheter tel appareil, etc. C'est la gestion des fonds par l'agence. Mais également, ce qui est quand même très curieux, qui n'a ému personne, le service de dermatologie, pour son activité cancérologique, était classé 2e au niveau national. Rendez-vous compte, avant l'Institut Gustave Roussy. C'est-à-dire que comme on évalue la qualité ou le classement des services en fonction des malades, mais surtout des coûts financiers et des chimiothérapies, ça voulait dire qu'on a fait énormément de chimiothérapie pour ces malades. Dès que les faits ont été révélés, dès qu'on a changé un peu les choses, le service est devenu 14e, 17e, puis maintenant il est 21e. Je ne sais même pas s'il n'est pas dernier aujourd'hui. Ça veut quand même bien dire quelque chose. Qu'il y avait. Ah oui, plus de chimiothérapie qu'un institut Gustave Roussy, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Donc il y avait des dysfonctionnements, mais personne n'a voulu les voir. Ou ce qu'il fallait, c'était surtout ne rien dire. Et je crois que on m'a fait surtout le grief d'avoir parlé. Moi, je pensais que dans un pays comme le nôtre, un professeur de médecine, qui d'ailleurs dont la parole est soutenue dans la Constitution française, professeur de médecine, pouvait alerter pour dénoncer des faits qui sont délétères pour la population. Eh bien, ça n'a été délétère que pour moi dans un premier temps. Et peut-être quand même, j'espère que les choses ont changé maintenant, mais comme j'ai quitté l'hôpital, je ne sais pas. Oui, cette parole publique d'un professeur est extrêmement importante. On l'avait vu avec la crise Covid et le professeur Christian Perron, qui avait été au départ condamné par le Conseil de l'ordre, mais par la suite, l'appel en national a confirmé que sa parole de professeur pouvait être rendue publique et il était tout à fait licite qu'il parle. On comprend d'autant moins que visiblement, vous avez tout de même en dermatologie une réputation internationale. Donc on a du mal à capter l'idée que vous puissiez être empêché de vous exprimer. Oui, alors j'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup travaillé dans ma jeunesse. J'ai acquis plusieurs spécialités, dermatologie, médecine interne. J'ai le diplôme de spécialité d'endocrinologie. Je ne l'ai pas fait reconnaître à l'ordre des médecins, mais le diplôme est là. Je suis oncologue, allergologue. Donc, j'ai beaucoup travaillé et sur le plan médical, je suis très apprécié des malades qui viennent du monde entier, je dois dire, puisque je reçois des gens qui viennent du Québec, d'Afrique, etc. Mais nous sommes nombreux comme ça. Et parce que j'ai un souci permanent de la qualité de vie, de la souffrance des malades, et il faut consacrer du temps, et je travaille beaucoup pour cela. Et puis le deuxième, donc on n'a pas pu m'attaquer, on aurait pu m'attaquer sur la médecine, sur la qualité de la médecine, mais là, ça aurait été très difficile. Également, on ne m'a pas attaqué sur mes activités de recherche, même si l'une des activités touchait à la cosmétique. Puisque quand on étudie la physiologie de la peau, on va jusqu'à voir les effets, les propriétés des produits cosmétiques. Mais sachez que toutes les études que j'ai faites
alors que j'aurais pu empocher des honoraires. Non, je les mettais dans une association qui gérait mon laboratoire de recherche universitaire. Eh bien, sachez quand même une chose très importante. La directrice de l'hôpital demande une enquête à l'Agence du médicament pour voir ce que nous faisions. Ils n'ont rien eu à dire. Demande une enquête à la Cour des comptes. Un juge de la Cour des comptes vient me voir et me dit « J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans ce laboratoire puisque vous avez des activités de recherche avec les laboratoires cosmétiques. » La Cour des comptes m'a donné un plan sain en me disant « Mais c'est formidable ce que vous faites, c'est peut-être inhabituel, mais avec votre argent, vous payez des stagiaires, vous payez des chercheurs, vous payez du matériel, c'est formidable. Et monsieur, savez-vous que l'hôpital touche 150 000 € chaque année par l'État en raison de vos propres travaux ?» Et je lui dis « Non, monsieur, j'ignorais. » Donc, pendant des dizaines d'années, l'hôpital de Besançon a empoché 150 000 € pour les travaux de recherche que je faisais sans que notre laboratoire n'en ait bénéficié. On ne nous a jamais aidés, on ne nous a jamais donné un photocopieur ou quoi que ce soit pour faire cette activité. Voilà un petit peu J'en l'ambiance. profite pour vous poser une question que j'ai oublié de poser au tout début, mais vous semblez déjà m'avoir donné la réponse, professeur, c'est vos conflits d'intérêts. J'ai l'impression que vous n'en avez, non seulement vous n'en avez pas, mais vous n'avez jamais même cherché à avoir de quelconques relations d'argent avec les laboratoires. Ah non, Est-ce bien vrai? non, je n'ai jamais j'ai jamais eu de conflit d'intérêts, bien évidemment, puisque les contrats étaient signés en dehors de moi, donc avec le directeur de l'association et d'autres chercheurs. Donc là-dessus, non, il n'y a jamais eu de souci. En revanche, et maintenant, donc, vous exercez en libéral? Oui, en revanche, je vais quand même dire que des médecins qui faisaient les chimiothérapies avaient 3-4 pages de relations d'intérêt avec les laboratoires de chimiothérapie qui étaient nombreux. Je ne veux pas dire autre chose, mais je crois que c'est sur ce point-là que Anticor a déposé plainte pour conflit d'intérêts notamment. Voilà. D'accord. Alors là, maintenant, vous exercez en libéral, vous avez votre propre cabinet. Comment est-ce que les patients peuvent venir vous consulter? Alors, bon, heureusement, grâce aux réseaux sociaux, on communique beaucoup. Vous avez parlé de Pure Santé, qui effectivement est un média extrêmement intéressant, qui laisse sa place pour s'exprimer. Et j'ai pu faire des formations pour les malades, formation peau, formation mal de ventre en tant que spécialiste de médecine interne. Et effectivement, ma vision de la médecine, vous avez peut-être regardé certains épisodes où vous avez parlé des analyses biologiques. Eh bien, cette vision approfondie des choses permet de sortir des gens d'une solution. Je voyais ce matin une dame qui vient de Paris, elle a les 2 joues rouges et depuis 5 ans, 6 ans, on lui dit qu'elle a une rosacée, alors qu'elle a juste les joues rouges. Mais elle n'a rien d'une rosacée. Elle n'a pas de pustule, elle n'a rien. Et en fait, savez-vous ce que c'était? Un cancer médulaire de la thyroïde qu'elle avait, que personne, bien sûr, tout le monde ignorait, mais en fait, elle a une diarrhée, et il faut s'intéresser à autre chose qu'à la peau, une diarrhée fécale, faite de sel, motrice, c'est-à-dire qu'on est obligé de se dépêcher, et impérieuse, et la nuit nocturne. Ces 4 critères sont ceux d'une diarrhée due à une tumeur de la glande thyroïde ici, et qui donnent des flushs. Et ces flushs vont donner des rougeurs qui vont devenir permanentes. Eh bien, comment je sais que cette patiente a cette tumeur? Parce qu'elle me montre une échographie qui montre une tumeur sur la glande thyroïde. Eh bien, une tumeur unique dans ce contexte, il est clair que dans 48 heures, j'aurai le dosage de la calcitonine et qu'on aura trouvé le cancer de la thyroïde. Vous voyez, c'est un excellent entretien, puisque on va pouvoir discuter de votre dossier que vous avez ici, votre livre, où on voit que vous êtes vraiment un véritable Sherlock Holmes. Vous ne vous contentez pas des simples signes cutanés. Par contre, je voudrais quand même qu'on essaie de répondre à 2 questions qui ont été posées ici concernant les chimiothérapies. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait quand même des conflits d'intérêts avec certains médecins et même avec les établissements hospitaliers qui gagnent de l'argent à utiliser des chimiothérapies, mais réellement, et en tout cas dans votre spécialité, mais quel est l'intérêt de la chimiothérapie? Quels sont les avantages? Parce qu'on a l'impression qu'on en utilise beaucoup, mais que finalement, comme on le lisait dans les commentaires ci-dessous, finalement, les patients meurent quand même, quoi. Est-ce que la chimiothérapie a réellement prouvé son intérêt, ou est-ce que c'est surtout une espèce de gros business? Alors effectivement, les mélanomes sont des tumeurs extrêmement graves et dont le pronostic est mauvais dès lors que la tumeur initiale a une épaisseur importante qui dépasse 1 mm 2. Donc, il y a bien sûr des centres spécialisés qui sont très connus, très reconnus dans certains services, je pense à Nantes, à Paris, etc.
Besançon, on a voulu faire croire qu'on était bien placé, on ne l'était que par le volume des chimiothérapies que nous faisions, mais pour autant, je ne suis pas sûr que pour les résultats, nous l'étions vraiment. Donc, oui, les chimiothérapies sont certainement utiles, les études l'ont montré, mais ça ne suffit pas aujourd'hui à traiter un malade. On ne peut pas dire on fait une chimio. Ce malade qui avait une métastase unique est mort en cours de traitement par chimiothérapie, alors que probablement, il aurait certainement survécu après l'ablation de la métastase unique. Donc oui, il y a la chirurgie, il y a les soins autres. Alors, je n'ai pas les statistiques sur les chimiothérapies aujourd'hui parce que je me suis un peu désintéressé du sujet, mais vous pourrez interroger un expert là-dessus, je pense. Je pense qu'on le fera un jour parce que comme vous voyez dans les chats, plusieurs personnes sont très sensibilisées à ces histoires de cancer, de chimiothérapie, même pas dupes du tout du fait que les chimiothérapies soient considérées comme des traitements qui ne soient pas suffisamment efficaces. En tout cas, c'est le constat dans la population générale, et que beaucoup de personnes se tournent de plus en plus vers les médecines dites alternatives, que je préfère appeler complémentaires, parce qu'ils doivent rester complémentaires de la médecine allopathique. Sans doute qu'elle n'a pas dit ces derniers mots. Ceci étant, je ne sais pas si vous aviez déjà fait le constat, mais dans certains services d'oncologie, donc de cancérologie, quand les chimiothérapies sont délivrées, il y a quand même pas souvent des conseils judicieux qui sont donnés avec. Et j'ai le souvenir de certains services de chimiothérapie où même tout en passant par intraveineuse les produits, eh bien le patient sortait avec son sucre dans le café, alors qu'on sait pertinemment que les sucres sont une des nourritures principales des cellules cancéreuses. Pour preuve, on fait des TEP scans, qui sont des scanners avec émission de positrons qui sont avec du sucre marqué, et ce sucre va se loger dans les cellules tumorales. Et voilà, ce genre de petites aberrations que j'ai déjà eues parfois, et après avoir discuté avec des patients qui ont subi des chimiothérapies, mais jamais ils n'ont reçu quelconque renseignement sur l'alimentation, une information sur le jeûne, sur l'absence de sucre dans les jours qui précèdent les chimiothérapies, etc., ou même sur les supplémentations vitaminiques et sels minéraux pour pouvoir mieux supporter les traitements. Alors, vous avez tout à fait raison. Et d'une part, je partage votre définition des médecines autres qui ne sont pas des médecines alternatives. Elles ne prennent pas la place. Elles s'associent à la médecine conventionnelle. Et il n'est pas question d'abandonner la médecine conventionnelle qui a fait ses preuves pour beaucoup de choses, mais il faut y associer d'autres prises en charge. Et par exemple, je suis toujours étonné de voir un malade qui a un cancer du pancréas, on va lui dire, pour reprendre des forces, mange du fromage et bois du lait. Tout le monde sait que le lait est délétère, contient des facteurs de croissance qui vont conduire parfois à la croissance de certaines tumeurs. D'autre part, ça va provoquer souvent le sucre également, un hyperinsulinisme qui est quand même une des premières causes du cancer aujourd'hui, ce qu'on appelle d'ailleurs l'insulinorésistance. Et donc, cette histoire du sucre, vous avez raison, quand on regarde les bibliographies sur l'intérêt d'un médicament antidiabétique qui s'appelle la metformine, indépendamment du diabète, mais dans les cancers, on a des informations, des publications extrêmement intéressantes. Et ce médicament pourrait être associé à des chimiothérapies et à des régimes tout à fait particuliers. Donc, il y a des choses intéressantes à voir. Très bien, je vous propose de passer à une autre partie de l'émission, c'est sur vos livres. Donc, on a présenté ce livre, Votre peau me dit tout de vous. C'est passionnant, c'est très intéressant à lire. Vous n'êtes pas obligé d'être médecin pour le lire. Et au contraire, vous allez découvrir des petites merveilles, des pépites ce sont à chaque fois des histoires cliniques où le médecin ou le dermatologue qui ne fait pas correctement son travail de recherche, eh bien, risque de passer à côté des diagnostics et donc donner un traitement qui n'est pas adapté, comme on avait parlé tout à l'heure du laser dans les rosacées. Donc ça vaut le coup de le lire, c'est vraiment très très intéressant. Et vous avez 2 autres livres à nous présenter aussi, je vais vous laisser la parole pour nous en parler. Oui, merci beaucoup. Alors, ce livre, c'est le premier livre que j'ai fait en 2018-2019 et il est toujours d'actualité et je crois qu'il reprend de la vigueur à l'occasion de la sortie des autres livres. Ce livre est fantastique. J'ai mis 20 ans pour l'écrire. Pourquoi? Parce que tout au long de ma carrière, je prenais des notes sur telle ou telle personne, pourquoi ce patient a été mal pris en charge, etc. Et j'ai pu relever une quarantaine d'erreurs de médecins, une quarantaine d'erreurs de malades qui ont conduit à une évolution catastrophique de la maladie. Par exemple, quand j'ai encore vu tout à l'heure une dame qui vient, elle a 10 ans d'histoire de maladie, elle vient avec la dernière prise de sang. Et ça me fait un choc, la dernière prise de sang.
C'est comme si vous avez fait venir un ouvrier dans votre maison parce qu'il y a une inondation et vous lui montrez le dernier devis. Et le dernier devis, c'est le changement des ampoules. Qu'est-ce qu'il va pouvoir tirer de cette dernière prise de sang? Absolument rien. Et donc, quelque chose maintenant qui me satisfait pleinement, les gens qui viennent me voir savent qu'ils doivent apporter toutes les prises de sang de toute leur vie et je ne me moque pas d'eux puisque je regarde la totalité des prises de sang, soit en une fois pendant la consultation qui est longue, soit le week-end si c'est trop long. Et donc, j'ai des piles d'examens que je feuillette tout en posant des questions. Vous savez, docteur Loridan, en médecine, on nous apprend à écouter, à faire plein de choses en même temps. Donc, on a le cerveau qui est dédoublé ou triplé. Eh bien, j'arrive à relever des anomalies sur les prises de sang, sur une prise de sang d'il y a 10 ans, qui va m'éclairer le problème d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est une première. Et j'ai raconté quelques histoires à ce sujet dans le livre. Et il y a bien d'autres choses où, par exemple, un truc amusant, un malade parle toujours devant le médecin. Il ne peut pas s'arrêter de parler. Alors que le médecin est en train de réfléchir, rédiger une ordonnance, le malade doit dire quelque chose. Devant un notaire, on se tait. Devant un avocat, on se tait. Devant le médecin, il faut parler. Mais il faut se dire que le médecin, il n'a pas tout. C'est quoi ça, docteur? Le docteur n'a pas la réponse immédiatement. Il doit réfléchir. Donc également, je mets à l'honneur et en valeur le travail des médecins pour expliquer aux patients, attention, le médecin, c'est un homme qui n'est pas un magicien. Il réfléchit. Et donc, quand il écrit, je vais doser chez cette femme qui a fait 3 fausses couches les anticorps antiphospholipides, eh bien, s'il n'a pas dosé ça depuis 3 ans, il va faire un effort pour dire je dose les anticorps anti-bêta-2 glycoprotéines. Si au moment où il écrit cette phrase, la malade lui pose une question en disant « Oh docteur, j'ai oublié de vous parler de mon corps au pied », qu'est-ce qu'il risque d'oublier de rédiger cette phrase? Et le malade va perdre une chance puisqu'il ne va pas dépister cette anomalie biologique qui était responsable des fausses couches et qui sera responsable de l'AVC qu'elle va faire peut-être 8 jours plus tard. Voilà, c'est plein de petites anecdotes comme ça, extrêmement simples, amusantes, et ce livre se lit très très vite et très bien. Et donc il y a un livre qui est prévu prochainement également? Oui, alors celui-ci qui vraiment, parce que vous savez que j'ai porté une attention toute particulière aux parasites depuis de très nombreuses années, ces petits êtres que personne ne connaît vraiment bien, qu'on laisse de côté, qu'on dénigre, plus personne ne traite les patients, et souvent à cause d'erreurs. C'est-à-dire, je vais vous chercher des vers dans les selles, je ne les trouve pas, donc vous n'avez rien. Mais ça, c'est une grossière erreur. Vous allez à la pêche, vous revenez sans poisson, personne ne dit il n'y a pas de poisson. Donc, si vous allez dans les selles, vous cherchez des parasites, vous n'allez pas les trouver. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'on ne les trouvait quasiment jamais. Et bien sûr, c'est logique. Est-ce qu'un parasite va vivre dans les excréments? Pas du tout. Le parasite, il vit aux dépens de la muqueuse, donc il est collé sur la muqueuse. Et avant qu'il ne tombe, il vous faudra qu'il se passe quelque chose. Donc le parasite, on ne le voit pas, sauf quand ce sont les oxcures, qui sont des petits parasites bien particuliers qu'on trouve au niveau de l'anus et qui sont là tout en bas, prêts à sortir. Mais les autres parasites qui sont responsables des démangeaisons, savez-vous que la première cause d'une personne qui se gratte, la première chose à envisager, c'est les parasites. Mais ça encore, cette phrase-là n'est pas connue des dermatologues. Rendez-vous compte, ça fait 20 ans que je fais des conférences à ce sujet, mais aujourd'hui, ça ne vient pas à l'esprit immédiatement du dermatologue de traiter une personne qui se gratte avec des antiparasitaires. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc, ces petits parasites sont… Alors, il y en a de toutes sortes. Dans ce livre, il y a plein d'histoires de parasites de toutes sortes. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si on a des parasites? Est-ce qu'il faut chercher à le savoir ou est-ce qu'il faut systématiquement se déparasiter? J'ai entendu quelques médecins plutôt de type holistique qui nous disent « Oh, bah, tous les 6 mois, il faut se faire une cure antiparasitaire ». Oui, c'est pas mauvais. Alors, il y a des symptômes d'appel. Les symptômes d'appel, c'est les démangeaisons dans les cheveux, les démangeaisons dans les oreilles, les démangeaisons un petit peu par-ci, par-là. Bien sûr, si c'est la première cause de démangeaison, c'est les lymphomes. On va regarder s'il n'y a pas des ganglions. Mais une fois qu'on a fait ça, que la numération est normale, l'examen clinique est normal, c'est forcément des parasites. Et donc, on va se déparasiter, on va faire le test thérapeutique. 15 jours après, est-ce que je me gratte encore? Non, je ne me gratte plus, donc on avait raison, c'est bien les parasites. Si c'est une histoire clinique particulière, on va faire des sérodiagnostics de certains parasites, par exemple la toxocarose, Toxocaracalis, qui est un ver qui passe dans le sang et qui circule comme ça. Donc, on peut se déparasiter tous les 6 mois, mais il faut les petits symptômes d'appel et vous allez les lire dans mon livre qui va sortir pas tout de suite, mais peut-être à Noël ou au mois de février. Par exemple, les enfants qui font pipi au lit, il faut les déparasiter. C'est des enfants qui ont certainement des parasites. Les enfants qui se chatouillent la zigounette, ils ont des parasites. Vous voyez, des choses comme ça, très simples. Très bien, ça c'est le genre de choses dont on discutera quand on aura
Oui. quand le livre sera sorti et qu'on aura l'occasion de refaire une émission là-dessus, parce que c'est Oui, un domaine qui me passionne autant que le microbiote intestinal. Est-ce que vous pourriez nous donner quand même une ou deux anecdotes intéressantes dans votre livre, notamment le livre Votre peau me dit tout de tout. Moi, tout de vous. Moi, j'étais assez marqué par l'histoire de ce jeune homme de 18 ans qui avait l'œil barré par une marque blanche. Ah oui. Oui, la marque blanche, c'était un vitiligo. Donc, des patients vont dépigmenter, des taches blanches vont apparaître sur la peau et sur les cheveux, forcément. Et quand cette tache blanche touche le sourcil, vous voyez la personne à 4-5 mètres, ça fait un effet effroyable. Cette personne fait peur. Donc, bien entendu, la première chose à faire, c'est de cacher ça. Et donc, le médecin doit être aussi capable de trouver un tatoueur qui va faire un tatouage ici des poils ou de la zone des poils pour noircir, pour qu'on ne voit plus cet aspect-là. Ça, c'est également important, tout en cherchant la cause du vitiligo et traiter en profondeur. Donc ça, c'est une des histoires. Il y a une histoire qui est assez fantastique. Une petite fille a un lichen vulvaire, c'est-à-dire la muqueuse s'atrophie. Et cette muqueuse qui s'atrophie, qui démange, ça peut être catastrophique parce que tout le relief des organes génitaux de cette femme, de cette jeune fille, disparaît. Eh bien, on sait que ces événements, cette maladie survient le plus souvent chez quelqu'un qui a eu des attaques sexuelles, des attouchements, des viols peut-être même. Et donc, il faut le chercher pour traiter cette personne psychologiquement, l'aider avec des personnes qui s'occupent des personnes qui ont subi des agressions sexuelles. Donc, et cette petite fille, j'ai beau la questionner, j'ai beau questionner la maman, elle n'a pas eu d'agression sexuelle et il est vrai que son lichen ne s'améliore pas. De semaine en semaine, je revois la petite fille, le lichen ne s'améliore pas. Et quand j'examine l'enfant, la maman est toujours là, derrière, à regarder, est-ce que c'est plus grave, docteur, dites-moi, je suis inquiète, etc. Et un beau jour, j'ai eu l'idée de poser une question à l'enfant. Et j'ai dit à la maman, est-ce que vous permettez que je pose une question à votre enfant? Vous attendez dans le couloir, je suis là avec mes internes, mes étudiants, et on va poser une petite question à votre petite fille. La petite fille était assise en face de moi, et je lui dis, dis donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose à la maison. Et la petite fille me regarde, elle se met à pleurer, mais elle me dit, mais docteur, elle en parle tout le temps. Je dis, elle en parle tout le temps de quoi? Ben, tout le temps, docteur, le matin, quand on part à l'école, elle en parle, le midi, quand on rentre, elle en parle. Mais elle parle de quoi? Et puis qui parle? Mais maman, elle parle de ça. Elle parle de quoi? Mais docteur, vous savez, elle parle de son viol. Et donc, cette maman mettait en garde ses enfants, matin, midi et soir, attention, si quelqu'un vous suit, etc., de ne pas vous faire violer. Et du coup, vous voyez la puissance du cerveau, ça a fait un choc psychique dans l'esprit de cette jeune enfant, comme si elle avait été elle-même attouchée sexuellement. Et elle a déclenché une maladie génitale liée aux attouchements sexuels. C'est assez incroyable. Et donc, ça laisse imaginer beaucoup de travaux à faire sur le cerveau et la façon peut-être de parler aux enfants également. Voilà, donc il y a plein de petites anecdotes comme ça qui nourrissent des discussions. Et voilà. Et donc, c'est un conseil de lecture que je vous recommande fortement à vous tous qui nous écoutez, parce que ça peut permettre de comprendre aussi ce qu'est la médecine, ce que devrait être la médecine dans les mains de chacun des praticiens. Or, c'est pas toujours le cas. Il faut tout de même reconnaître, professeur, je pense que vous serez d'accord avec moi, que dans les bancs de la faculté, nous subissons plus un formatage qu'une formation, et qu'au-delà de ça, si on ne va pas prendre les choses par soi-même et au chevet des patients, alors c'est des choses qu'on n'apprend plus maintenant aux internes, eh bien, on passe à côté de notre métier, on passe à côté de notre vocation, qui est celle de faire le travail que vous faites, c'est-à-dire c'est un travail de recherche, un travail de Sherlock Holmes, de loupe. J'aime bien cette image du dermatologue avec sa loupe, qui va essayer de comprendre non seulement ce qui se passe au niveau de la peau, mais à partir de ce signe-là, essayer de comprendre quel est le trouble réel dont souffre le patient. Et oui, et je me demande comment les médecins sont formés aujourd'hui, parce qu'on leur met dans la tête qu'il y a les recos. C'est-à-dire, il y a des médecins qui me disent, mais moi, les recos disent qu'il faut faire une parasitologie des selles. Je fais une parasitologie des selles, elle est négative. Il n'est pas question que je traite le malade. Parce que c'est les recos. Parce que dans les cours, on leur dit, les recommandations sont les suivantes. Si vous n'avez pas de verre, vous ne traitez pas. Mais c'est complètement ridicule, puisque le malade souffre. Il a un prurite, des démangeaisons à l'anus. Il a toute une histoire qui dit qu'il a des parasites. Et parce que la recommandation dit qu'il ne faut pas le faire, vous ne le faites pas. Et il y a mon ami, le professeur Lipsker, qui est quelqu'un qu'il faudrait que vous habitiez également, c'est un grand dermatologue. On s'envoie les malades difficiles des uns des autres. Parfois, on
on n'arrive pas à trouver la solution. Eh bien, il a fait un livre lui aussi pour encourager les étudiants en médecine. Et qu'est-ce qu'il dit? Une phrase qui est importante. Si un médecin ne sait pas ce qu'a le malade, il doit cependant faire quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être de tatouer cet enfant qui a cette bande blanche alors qu'on ne sait pas ce que c'est que le vitiligo et même on ne sait pas d'où il vient. Ça va être de traiter des parasites alors qu'on ne sait même pas s'il y en a ou pas, mais au moins on fait quelque chose. Et le malade, il attend ça. Il n'attend pas qu'on lui dise c'est dans sa tête ou c'est rien, vous avez un côlon irritable. Non, il veut qu'on s'occupe de lui et qu'on le traite. Est-ce que vous avez des histoires de liens entre le tractus digestif, donc le microbiote intestinal, et les problèmes cutanés, parfois les problèmes graves que vous avez pu rencontrer? Ah, c'est énorme, c'est toute la journée que je vois cela. En 2006, j'ai créé un article « Maladies dermatologiques et gluten ». Et je cite un certain nombre de maladies qui sont déclenchées ou aggravées par le gluten. Aujourd'hui, on a énormément de maladies qui sont déclenchées par le gluten, qui est arrivé en 2010 sur le marché international, gluten doublement concentré, qui est extrêmement irritant, probablement fait avec du blé, avec des pesticides et peut-être un blé génétiquement modifié. Et en tout cas, nos intestins ne supportent pas ce gluten. Et ceci est une des causes importantes des maladies de Crohn, peut-être des rectocolites et d'autres choses. Alors, très curieux aujourd'hui de voir que les gastroentérologues… Alors, petite information, c'est tout à fait le cas qui est également décrit et bien détaillé par le docteur Ilyes Bagli, qui est le président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire. Il fait fortement le lien avec le gluten lié au blé OGM et nos problèmes de santé actuels. Ah, mais ça, je le suspectais, mais je n'en avais pas la certitude, donc merci pour cette information. Et comme les choses ont changé depuis pas longtemps, donc les anciens gastro-entérologues ont été, ou médecins ont été formés à l'idée que le gluten était une substance comme une autre et qu'il n'avait pas de raison d'être toxique, entre guillemets. Or, les choses ont changé. Nos métabolismes ont changé. Nos intestins ne sont plus les mêmes. Notre tissu conjonctif n'est plus le même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de gens qui sont hyperlaxes et qui ont donc un leaky gut. Ça paraît rien de le dire, mais il a fallu une étude pour le faire et c'est en 2016 que j'ai fait cette étude avec une étudiante en pharmacie. Quand vous êtes donc un leaky gut, c'est un intestin perméable. Perméable, poreux. Alors perméable, ça veut bien dire quelque chose. D'une part, il dégouline et donc vous perdez des anticorps. C'est une entéropathie exsudative, donc les anticorps et les lymphocytes vont dans la lumière de l'intestin. C'est bien poreux dans ce sens-là, mais également c'est poreux dans l'autre sens, c'est-à-dire que des toxiques, des métaux lourds, des bactéries, des parasites peuvent passer et rentrer dans le corps. C'est notamment le cas d'un parasite qui s'appelle la toxocarose. Et donc, ça peut donner des maladies systémiques. Quelqu'un qui se gratte avec une urticaire peut avoir une toxocarose. Et s'il a une toxocarose, c'est qu'il a une MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. On voit beaucoup de Lyme chronique. Les gens, j'ai une maladie de Lyme, je suis suivi depuis 15 ans pour ma maladie de Lyme et je ne vais pas mieux. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a suspecté la maladie de Lyme comme étant à l'origine des maladies de Crohn, important. Mais la plupart des gens, est-ce que c'est mon recensement qui fait ça? Mais la plupart des gens qui ont une soi-disant maladie de Lyme chronique ont en fait une MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Alors, prenons les scléroses en plaques également, autre pathologie, qui est liée au gluten. Et il y a un article, si vous tapez multiple sclérosis, sclérose en plaques et gluten, un premier article sort, évidence actuelle de l'efficacité du régime sans gluten dans la sclérose en plaques. Donc, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Donc, ce gluten est susceptible d'entraîner énormément de maladies. Et quand on voit les résultats de l'éviction de ce gluten, c'est spectaculaire. Les gens me téléphonent 15 jours après en me disant « J'étais malade depuis 20 ans, vous avez changé ma vie en changeant mon alimentation. » À votre avis, combien de personnes en France sont intolérants au gluten? Alors, je crois que pour la maladie cœliaque, qui est celle qu'on connaissait par le passé, où il y avait des anticorps antitransglutaminase, des anticorps qu'on pouvait déceler, c'est une personne sur 50 000. Aujourd'hui, c'est une personne sur 10 qui a cette intolérance au gluten non cœliaque. Et merci, monsieur Lepvol, un Anglais, Benjamin Lepvol, qui en 2015, 5 ans après l'arrivée du gluten sur le marché, s'est aperçu qu'il avait tellement de patients qui avaient mal au ventre. Il dosait les anticorps du gluten, il ne les trouvait pas. Et tout le monde lui disait, écoute, c'est bon, ils ne sont pas intolérants au gluten. Et lui, il s'est dit, mais si, est-ce qu'on ne pourrait pas être intolérant au gluten sans anticorps? Et il s'est mis à supprimer le gluten et ces gens sont
guéris ou sont améliorés parce qu'il n'y a pas que le gluten, parce qu'après, il y a les conséquences, il y a les carences par malabsorption, il y a les parasites, il y a les infections. Donc, il faut tout traiter ça. Savez-vous qu'une personne qui a un hélicobactère dans l'estomac, il a toutes les chances d'avoir une entéropathie peut-être due au gluten, etc., etc. Donc, chaque événement doit faire aller chercher un autre événement, une autre cause, et c'est ainsi que l'on progresse. Si on traite le microbe de l'estomac par des antibiotiques, on n'a fait que la moitié de son travail. Il faut aller chercher une autre pathologie. Je lisais au fur et à mesure que vous parliez les différents commentaires, notamment les personnes qui nous parlaient du gluten qui était transformé à cause des OGM, ça on en a discuté, mais également de la possibilité de changer cela et de plutôt passer au petit épeautre, ce qui est effectivement une très bonne idée. Il faut garder en tête que notre blé actuel n'est plus celui qui était auparavant d'avant la guerre. Hein, que si vous trouvez un champ de blé dont toutes les têtes sont uniformes et il n'y a vraiment aucun épi qui dépasse de l'autre, vous pouvez être certain que c'est du blé de OGM et qu'il y a aussi des traitements associés contre les parasites et donc contre les parasites des plantes et par conséquent des pesticides, et vous aurez une farine que vous risquez de ne pas bien supporter. J'ai le souvenir aussi d'un ami que je salue, mon cher Didier, qui a un champ de blé. Quand on va se promener à l'intérieur de ce champ-là, on a l'impression d'être dans une forêt. Il y a des grands, des petits, il y a des rouges, il y a des bruns, il y a des clairs, et on n'a pas l'impression d'être dans un champ de blé. Et il fait une farine absolument merveilleuse que toutes les personnes à qui je fais goûter ce pain se régalent à chaque fois parce que il trouve que ça n'a strictement rien à voir avec le pain du commerce. Ça, c'était une petite parenthèse là-dessus. Donc, la farine de petit épeautre, très bien, pourquoi pas. On avait parlé aussi, quelqu'un avait parlé de l'alimentation, et en disant que nous sommes ce que nous mangeons. C'est tout à fait vrai et connu depuis Hippocrate, que tous nos problèmes de santé pourraient être liés en grande partie à ce que nous mettons dans notre assiette. Or, force est de constater que nos assiettes sont complètement appauvries. Oui. Je voudrais vous poser une question. Oui, parce que nos intestins sont fragilisés. Par quoi? J'ai entendu dire qu'il y avait une sorte de conservateur, quelque chose qui pouvait faire le lit du développement de la tolérance au gluten, d'une part. D'autre part, j'ai entendu que nous avalions l'équivalent d'une carte bancaire de plastique par semaine. Et c'est vrai, lorsque vous avez de l'eau qui est restée dans une bouteille, à la lumière, à la chaleur, voire même que vous la remplissez. Vous savez qu'il est même interdit de remplir plus de 2 fois ou 3 fois une bouteille d'eau en plastique. Or, tout le monde remet de l'eau. Eh bien, là, vous avalez du plastique et je pense que ça abîme nos intestins et que le gluten qui est déjà irritant le devient encore davantage. Est-ce que vous avez des informations là-dessus, Eric? Alors, j'ai eu quelques informations là-dessus, notamment sur les bouteilles en plastique. Il y a des codes, des espèces de triangles sous forme de flèche, des codes 1, 2, 3, 4, 5. Il semble que effectivement, si vous avez un code numéro, il me semble que c'est le 1, eh bien, il ne faut surtout pas réutiliser cette bouteille en plastique. C'est parce que c'est là où vous avez le plus de risques de vous retrouver avec des microparticules de plastique en grande abondance dans l'eau que vous aurez utilisée quand vous aurez recyclé la bouteille. Mais je pourrais essayer de trouver quelqu'un qui nous fera un sujet particulier sur l'eau. Je pense que ça serait très intéressant. Oui, tout à fait. Et sans compter on arrive presque au terme de l'émission. Oui, allez-y. Sans compter les perturbateurs endocriniens qui se trouvent dans le plastique et qui vont modifier le développement pubertaire, par exemple, d'un enfant. Ce sont des choses que l'on voit et ça nous inquiète beaucoup. Oui, c'est vrai. On arrive maintenant au terme de l'émission, professeur. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de plus à rajouter pour donner quelques petits conseils de santé et de bien-être facile et efficace pour tous. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens comme vous pour faire des émissions, pour donner la parole à des personnes variées, différentes. Moi, je suis vraiment très heureux de pouvoir communiquer ici. Je peux dire aux personnes qui veulent en savoir plus de me suivre sur Facebook, professeur Philippe Imbert, peut-être sur TikTok bientôt, parce que je voudrais donner des petits messages. On apprend tous les jours, je découvre des choses et je trouve que ça serait dommage de ne pas le dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant, lorsque les patients arrivent vers moi, souvent, ils ont déjà compris leur maladie parce qu'ils me disent « Ah ben oui, mais ça, je me doutais, ça, je savais ». Mais ils voulaient la mise en œuvre du traitement, mais ils avaient souvent déjà commencé et fort heureusement, ils allaient déjà un peu mieux. Voilà. Donc, gardez contact avec Dr Loridan, avec professeur Philippe Imbert, avec un tel et un tel,
parce qu'il y aura toujours des informations qui vont diffuser. Et si possible, il faut que nos confrères suivent un peu ça et arrêtent de penser que les malades inventent les pathologies, que c'est dans leur tête, que s'ils sont pliés en deux, c'est parce qu'ils l'imaginent. Non, pas du tout. C'est des gens qui souffrent, mais des catastrophes. Quand j'ai vu une femme qui avait une constipation de 3 semaines, mais je me suis arraché les cheveux pour trouver une solution. Le week-end, je l'appelais pour savoir si mon traitement avait été efficace. Et heureusement, en 3-4 semaines, j'ai trouvé un traitement qui faisait qu'elle allait aux toilettes tous les 2 jours. Ça lui a changé sa vie à cette femme. Il fallait réfléchir pourquoi, tac, tac. Et donc, en associant certaines molécules, on a réussi à faire guérir cette constipation. Merci beaucoup. Alors, on continue un peu sur les commentaires. Je vous remercie à chacun d'entre vous, chers auditeurs, qui avez donné vos commentaires très pertinents, dont la plupart ont pu être passés à l'antenne, pas tous malheureusement. J'ai entendu parler aussi on a vu passer le mot l'argile, effectivement l'argile verte. On avait fait une émission avec Jade Allègre également sur cette chaîne, qui était une véritable petite pépite. On pourrait aussi en faire une avec Daniel Staransky sur le charbon activé. Je ne désespère pas non plus d'en faire une, grâce à nos amis de Pure Santé qui sont aussi en lien avec eux. Je vous invite aussi chacun à aller visiter ce site Pure Santé. Vous cliquez simplement en un seul mot Pure Santé et vous allez tomber sur des tas de conseils et de renseignements qui soient centrés sur les plantes, sur la naturopathie, sur les huiles essentielles, etc. Vous retrouvez également le docteur Philippe Herbert qui a fait quelques vidéos là-dessus sur la peau et également sur le microbiote intestinal d'ailleurs. Merci beaucoup. Professeur, je pense qu'on aura encore l'occasion de faire des émissions ensemble. Juste une petite dernière chose, puisque le sujet était celui des chimiothérapies, du scandale des chimiothérapies. N'hésitez pas, chers amis, si jamais vous avez besoin ou quelqu'un dans votre entourage a besoin d'un traitement anti-cancer et que la chimiothérapie est proposée, n'hésitez pas à demander au cancérologue s'il a ou non des conflits d'intérêts. Merci à vous. Portez-vous bien. Oui. Eric, demandez également à chaque malade d'avoir connaissance du compte-rendu de la RCP, Réunion de concertation pluridisciplinaire. Comme ça, ils verront qui participe à la table. Est-ce qu'il y a bien un chirurgien, un radiothérapeute, un oncologue et le spécialiste d'organes pour être sûr que son dossier aura été bien examiné. Demandez le compte-rendu de la RCP. C'est exact, parce que assez souvent, c'est plutôt envoyé au médecin traitant et pas directement au patient. Donc, vous avez le droit de le réclamer à l'équipe de RCP ou à votre médecin traitant pour être certain que la décision a été juste, judicieuse et sans conflit d'intérêt. Merci, professeur. À très bientôt. Merci, à bientôt. Et à la semaine prochaine.